Non, non, pas qui, recording pour l'instant. qui refuse. Bienvenue sur le webinaire jeudi de la recherche paramédicale proposé par le réseau Recherche et Innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest. Donc, nous accueillons aujourd'hui Clarisse Robin, qui est infirmière en pratique avancée sur le CHU d'Angers et qui va donc nous présenter son travail qui porte sur son travail de recherche, qui porte sur l'évaluation des plaies chroniques en téléexpertise par l'IPA en dermatologie. Donc, suite à son exposé, vous aurez la possibilité de lui poser donc, vos questions, soit en prenant le micro, soit en écrivant vos questions dans les commentaires. Pour rappel, donc, ce webinaire est enregistré et il sera diffusé sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Donc, effectivement, nous vous rappelons aussi que vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion des données. Les informations associées au droit d'enregistrement sont détaillées dans le document autorisation webinaire que vous avez reçu lors de votre inscription à ce webinaire. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Clarisse et nous allons partager son document. Voilà. C'est bon. Excusez-nous, on va mettre un diaporama. Bonjour à tous. Merci Cathy, merci au GIRSI Grand Ouest pour cette invitation à présenter mon projet. À tous ceux qui sont connectés en direct et ceux qui regarderont en différé, merci pour l'intérêt sur ce sujet qui porte sur la santé à distance. Un petit mot sur mon parcours. Je m'appelle Clarisse Robin. J'ai obtenu mon diplôme infirmier en 2005 à la suite de quelques remplacements en post-réa et en gastro-entérologie. J'ai été affectée sur un poste en hospitalisation complète en dermatologie en 2006. À partir de 2009, je vais exercer des missions partagées entre l'hospitalisation conventionnelle et la consultation. La cicatrisation est l'un des domaines de la dermatologie pour lequel j'ai envie d'approfondir mes connaissances. Donc, je vais faire une demande de diplôme universitaire, mais ma demande va être reportée plusieurs fois. Et finalement, c'est en 2019, c'est l'opportunité de la pratique avancée qui va se présenter à moi. Je rentre donc à l'université de Tours-Angers pour être diplômée en juin 2021, concours sur titre en janvier 2022 et nomination en février 2022 sur le poste d'infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée. J'ai donc en charge pour mes activités cliniques l'accompagnement et le suivi des patients qui ont une dermatose inflammatoire sous immunomodulateurs et des patients qui ont une difficulté de cicatrisation. Et donc, c'est dans cette population de patients qui ont une difficulté de cicatrisation que je vais mener cette étude sur l'évaluation des plaies chroniques en téléexpertise par l'IPA en dermatologie. Excusez-nous, le diaporama ne défile pas. Quelques petits soucis techniques. Alors, je vais peut-être le défiler. Voilà. Donc, ce projet vient dans
le cadre d'un projet beaucoup plus global qui était le déploiement de la télémédecine en dermatologie, où la question était de savoir si c'était possible d'implanter une IPA dans ce parcours de soins. Tout va démarrer en fait en novembre 2019 où j'assiste à la journée régionale de télémédecine. Là, je rencontre des responsables de l'ARS et du CHU d'Angers. Nous échangeons un peu autour de notre affinité pour la santé à distance et je ressens un soutien. Donc de là, de retour dans le service, je vais réunir l'ensemble de l'équipe pour que nous fassions un point sur nos besoins. Va suivre ensuite la rédaction d'une lettre de cadrage qui va être validée par l'ARS et puis plusieurs réunions avec l'ARS, la CPAM et le CHU d'Angers. Une fois le projet validé par l'ensemble des protagonistes et le CHU d'Angers, on va former les professionnels sur le logiciel, une première phase de test et une première phase de test dans le service même et ensuite avec une EHPAD. Et à partir de novembre 2020, du coup, le projet va être déployé sur l'ensemble du territoire. Et c'est cette date-là qui va marquer également, du coup, l'entrée dans la recherche en elle-même. Plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de service. Donc, nous faisons face à de multiples sollicitations qui nous arrivent par téléphone, message textuel. Ces sollicitations vont générer un volume d'activité important qui n'est pas tracé ni valorisé. C'est issu de professionnels de soins primaires, infirmières et médecins généralistes, ces médecins généralistes qui nous disent qu'ils ne se sentent pas suffisamment bien formés dans le domaine de la cicatrisation. La dermato, comme la médecine en général, fait face à une démographie en baisse. On compte moins de 3% de dermatologues qui s'installent tous les ans. Donc ça va générer des délais de rendez-vous beaucoup plus longs. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de santé. On est dans un contexte sanitaire assez particulier en 2020 avec la COVID que vous connaissez. Donc, l'enjeu, c'est de maintenir un lien de santé. Donc, la COVID va venir se rajouter sur la problématique de la cicatrisation avec des retards de cicatrisation, les nombreuses récidives et surtout la prévalence qui est très importante à l'origine de l'altération de la qualité de vie des patients. Tout ceci génère un coût social très important, notamment le rapport d'activité de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, pardon, déclarait 1 milliard d'euros de dépenses rien que pour les soins de ville. Le troisième enjeu, c'est un enjeu plutôt scientifique. La dermatologie, c'est une discipline visuelle où là, les professionnels, en dehors de tout cadre législatif et réglementaire, parce qu'ils se connaissent plus ou moins bien déjà, vont échanger entre eux des photos pour des avis. On a une revue de la littérature de 2018 où Jenkins et White présentaient la télémédecine comme une solution intéressante qui pourrait donc aider patients et professionnels. On sait également dans certains articles que la télémédecine a déjà été déployée dans plusieurs domaines et dans plusieurs cas d'usage. Donc, on sait que ça marche. Et pareil, le plan régional de la santé promeut la télémédecine. Ça viendrait finalement en cohérence avec le plan Ma Santé 2022. Et enfin, le dernier enjeu, c'est un enjeu professionnel avec l'émergence de cette nouvelle profession qui est la pratique avancée. Les nouveaux textes datent de 2018. Donc, la télémédecine pourrait servir comme un vrai outil de communication pour l'IPA pour pouvoir collaborer d'une part avec les dermatologues, mais aussi avec tous les professionnels qui requièrent un téléavis dans le service. Cette collaboration interprofessionnelle se présente comme une solution intéressante pour les sollicitations, mais c'est aussi vraiment un vrai outil pour pouvoir développer, innover par rapport au lien ville-hôpital. L'accessibilité à une IPA est beaucoup plus facile qu'à un médecin, donc ça va permettre de pouvoir faciliter l'accès aux soins pour les patients. Et pareil, c'est plutôt innovant, hein. Innovant parce que c'est une profession qui émerge, mais innovant aussi parce que la télémédecine, même si on a les premiers usages pour les médecins qui datent de 1915, il faudra attendre 2021 pour avoir une réglementation par rapport aux télésoins dédiés aux paramédicaux. Donc, l'IPA peut évaluer, faire
les conclusions cliniques également aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Donc, du coup, pour nous, on a trouvé que c'était plutôt pertinent de pouvoir l'implanter dans un processus de santé à distance. On sait que la télémédecine revêt 5 actes, donc la téléconsultation, où là, on est en visio avec le patient, la téléexpertise sur dossier, la téléassistance, un médecin assiste un autre médecin à distance, la télésurveillance où il s'agit d'interprétation de données et la télérégulation. D'après ce que nous, on souhaitait faire, en fait, on s'est rendu compte que la téléexpertise était le sujet le mieux adapté pour pouvoir répondre à notre problématique. Mais par contre, comment produire un avis diagnostique à distance sans ni voir le patient ni l'examiner, tel était l'enjeu de la téléexpertise. Cette téléexpertise est d'abord définie sur le plan juridique comme l'un des 5 actes de la télémédecine en France, comme je viens de vous dire. Donc, c'est une forme de médecine particulière de pratique de soins dans laquelle un médecin dit demandeur va solliciter à distance l'avis d'un autre praticien dit requis en partageant avec lui des informations cliniques et des photographies qu'il réalise à cet effet, à partir de l'examen médical du patient. Cette pratique, certes, n'est pas nouvelle, mais elle est inhérente à toute pratique médicale où elle se développe en dehors de tout cadre législatif et réglementaire, comme je vous disais tout à l'heure, entre des professionnels qui se connaissent déjà plus ou moins bien. Donc, voilà, on a choisi la téléexpertise, mais du coup, est-ce que ça va être faisable? C'était ça notre question pour pouvoir répondre aux sollicitations multiples. Arrive donc la recherche où là, notre question, c'était est-ce que les propositions de prise en charge émises par l'IPA dans la gestion des plaies chroniques en télémédecine pouvaient être en adéquation avec la pratique des médecins dermatologues? Nous avons donc conduit cette étude dans notre centre sur Angers, qui est observationnel descriptif transversal. C'était les téléavis qui étaient inclus sur une durée de 6 mois. Et le critère de jugement principal, c'était d'évaluer la proportion d'avis dermatologiques concernant les plaies chroniques déposés sur la plateforme régionale entièrement traités en théorie par l'IPA. En théorie, puisque c'était une étude de faisabilité. Donc ensuite, il a fallu informer toute l'équipe, que ce soit les secrétaires, les paramédicaux et les médecins aussi, et désigner du coup du médecin clinicien, superviseur, évaluateur qui allait participer à la recherche. Entre-temps, le protocole de recherche avait été rédigé et soumis pour le comité d'éthique. On sait que voilà, les contraintes académiques, puisque c'était dans le cadre de mon mémoire de master de fin d'études, ne sont pas non plus les mêmes contraintes, ce n'est pas le même temps que le temps administratif. Donc, ça a été un peu pas simple de gérer tout ça de concert, concevoir également tout ce qui est outils de recueil de données, les statistiques, etc. Donc, dans ce cas-là, on est très content de ne pas faire la recherche tout seul. On confie aux médecins et aux directeurs de mémoire tout ce qui est un peu tracasserie et on se concentre un peu plus sur le côté le plus intéressant. Les demandes d'avis arrivent donc sur la plateforme. On voit qu'il n'y a aucune communication ni entre le clinicien, l'IPA et l'évaluateur. La seule communication qui existait, c'était entre l'IPA et le superviseur, puisque le superviseur relisait les propositions de prise en charge de l'IPA pour pouvoir les classifier selon des critères bien définis. Nous avons fait donc le choix de séparer la pratique courante qui était réservée au médecin clinicien, donc c'est lui qui envoyait les réponses aux requérants, de la recherche. Donc, l'infirmière en pratique avancée, quand elle recevait un avis, elle le classait, soit c'était un avis qui était géré par elle, ou alors un avis qui était géré par un deuxième dermatologue. Cet avis géré par l'infirmière en pratique avancée était orienté soit prise en charge médicale, soit prise en charge infirmière en pratique avancée. Toutes les propositions de prise en charge étaient donc relues par le dermatologue superviseur qui confirmait, infirmait ou rejetait les différentes propositions de prise en charge. Et de l'autre côté, le deuxième dermatologue revoyait également toutes les demandes d'avis qui arrivaient sur la plateforme, les classait également en prise en charge médicale ou prise en charge infirmière, mais lui, il a introduit la notion de prise en charge collaborative.
Nous avons donc colligé 347 demandes. Après avoir enlevé toutes les demandes qui ne relevaient pas, du tout des plaies chroniques ou les demandes qui n'étaient pas complètes ou celles qui n'étaient pas du territoire de santé qui était défini, nous avons pu inclure 55 demandes. Alors, les 55 demandes, on peut remarquer que presque 70% des plaies chroniques concernaient les plaies au niveau des membres inférieurs. 72% des avis concernaient quand même des patients non connus du service. On va voir après que ça a une grosse incidence sur les orientations de l'IPA. Et les plaies chroniques, comme dans la recherche, comme dans les articles de recherche, montrent que les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes et il y a une surreprésentation des personnes âgées avec ici la moyenne d'âge de 79 ans. Les 55 demandes d'avis, comment est-ce que l'IPA les a orientées? Donc, elle a orienté 12 avis vers sa prise en charge seule et 43 avis vers une prise en charge médicale. Si nous prenons les avis IPA seuls, on peut remarquer qu'aucun des avis n'a été rejeté par rapport à ces propositions de prise en charge et 3 ont été complétés. Quand nous prenons les avis orientés vers une prise en charge médicale, le médecin a confirmé 31 demandes comme relevant effectivement d'un avis médical, mais ces propositions de prise en charge sur 12 demandes étaient correctes et donc ces demandes-là ont été à nouveau réorientées vers l'IPA. Quand nous regardons les résultats de la prise en charge IPA seule, on peut constater que les 3 professionnels sont plutôt d'accord par rapport aux orientations. En revanche, vous voyez ici, l'IPA, c'était soit une orientation IPA, soit une orientation médicale. Donc, l'option collaborative, elle a orienté aucun patient vers cette option-là. Si nous comparons du coup les résultats de l'orientation IPA et les résultats du dermatologue évaluateur qui arrive à la fin, les résultats sont quasi superposables puisqu'on a 12 orientations IPA pour 14 IPA chez le médecin dermatologue 2. Donc, en conclusion, à la question, est-ce que les propositions de prise en charge proposées par l'IPA dans la gestion des plaies chroniques en télémédecine peuvent être en adéquation avec le médecin dermatologue, nous pouvons répondre par oui. Hein. On a 21% d'avis qui ont été traités entièrement et validés par l'IPA, donc ça peut représenter un temps médical dégagé. On a vu que les 3 professionnels étaient plutôt d'accord, donc le périmètre d'action de l'IPA est très bien défini, elle est compétente dans son domaine, puisque aucune proposition de prise en charge n'a été rejetée. Cette bonne concordance également entre tous les professionnels IPA et les 2 médecins montre la fiabilité du jugement de l'IPA qui connaît très bien ses limites. C'est vrai que le nombre d'avis gérés par l'IPA seul, 12 sur 55, n'était pas très important, mais comme je vous disais, au départ, on n'avait pas le premier recours au moment de l'étude, donc de façon systématique, dès qu'un patient n'était pas connu du service, il était systématiquement orienté vers une prise en charge médicale. Et comme faiblesse, le fait que l'étude a concerné un seul centre, peut-être que l'idée serait aujourd'hui de faire la même étude en réalité pratique, en proposant peut-être à d'autres IPA aujourd'hui qui réaliseraient des expertises pour avoir plus de données pour venir conforter les résultats. Quand on compare à la littérature, on voit que les IPA font du télésoin en soins de santé à domicile. Il existe la télésurveillance dans le domaine notamment de la cardiologie, en téléconsultation plaie avec Domoplay, mais il n'y a pas du tout de données sur l'IPA en téléexpertise en plaie. Donc voilà, c'est vraiment plutôt innovant. Et les perspectives, comme je vous disais, ce serait de produire d'autres données qui permettraient, pourquoi pas, que la réglementation puisse évoluer. On sait que la télémédecine réalisée par les paramédicaux, c'est-à-dire le télésoin, est intervenue depuis 2021 maintenant, mais qu'en tant que requérant, c'est-à-dire en tant que demandeur. Jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'expert, ça n'existe pas, ce n'est pas réglementé en France.
Donc, cette étude a fait l'objet d'une communication lors des journées cicatrisation en janvier dernier. Elle a fait également euh, une publication dans les annales de dermatologie. Et aujourd'hui, bah, j'ai été sollicitée par exemple pour réaliser cet annuaire régional de télésanté où du coup j'ai pu avoir un regard sur notre offre de télésanté. Récemment, en avril dernier, auprès de responsables de l'ARS et du GRADE, je proposais par exemple un retour d'expérience sur notre pratique. Euh, la téléexpertise aujourd'hui est devenue un vrai cas d'usage en routine dans le service. Donc, ça permet de fluidifier le parcours de soins des patients en facilitant l'accès à un avis en dermatologie, de poser également assez rapidement des diagnostics parce que quand on envoie une demande en 48 heures, 72 heures maximum quand c'est un week-end, on a une réponse. Tous les jours chez nous aussi, il y a un binôme médecin et interne qui sont désignés pour pouvoir répondre aux avis. Et donc, ça permet également de pouvoir former les professionnels et surtout aussi de pouvoir prioriser finalement les demandes pour réduire les délais de prise en charge. Les infirmières, je vous disais, peuvent également faire une demande de téléexpertise, donc que ce soit d'EHPAD ou infirmières libérales. Et donc, quand les téléexpertises arrivent chez nous, quand ça concerne les plaies, le binôme médecin interne vont orienter la demande vers moi et c'est moi qui vais rédiger la réponse au requérant. Mais on sait très bien qu'en tant qu'expert, ce n'est pas réglementé, donc le requérant reçoit toujours une réponse avec une double signature. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clarisse. Donc, on va passer maintenant sur les questions. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas forcément de questions de la part des professionnels qui sont connectés. Par contre, moi, j'avais une petite question, Clarisse. Là, tu parlais éventuellement de réaliser une étude à échelle multicentrique. Donc, est-ce que ça serait pour continuer ce travail sur cette question précise ou il y aurait d'autres sujets abordés? Bah, ça peut être intéressant finalement par rapport à la réglementation. On voit bien que bah, du coup, les professionnels libéraux aujourd'hui, paramédicaux comme médicaux, peuvent faire une demande, mais en tant qu'expert, répondre aux demandes, ce n'est pas d'actualité pour l'instant dans la réglementation française. Donc oui, pourquoi pas, la pratique avancée, c'est émergent. Donc je pense, j'ai été sollicitée notamment par certaines collègues qui avaient le désir aussi de se former. Donc, on peut penser que voilà, je ne sois plus la seule à faire de la téléexpertise et que peut-être, bah, sans doute, hein, comme beaucoup de pratiques, on le fait, mais tant qu'on n'a pas des études qui viennent valider finalement nos pratiques, voilà. Donc, je pense que c'est en remontant toutes ces pratiques-là qu'on pourrait peut-être faire évoluer les choses. Donc oui, pourquoi pas avis à celles qui le pratiquent de prendre contact, pourquoi pas faire à une échelle plus importante. Plus interrégional. Exactement. Et puis, et du coup, ça sera plus une étude de faisabilité là. Parce que là, c'est une étude de faisabilité que j'ai faite. Je n'étais pas encore diplômée. Mes préconisations n'allaient pas forcément au requérant. Aujourd'hui, dans ma pratique, mes préconisations vont au requérant. Donc là, on sera vraiment dans la réalité de la pratique et ça donnera des résultats plutôt pertinents, je pense. Très bien. Alors, je vois qu'effectivement, alors, un commentaire d'une collègue. Merci Clarisse, c'est très intéressant, beau travail. Et bien, effectivement, on peut dire, et peut-être terminer là-dessus, que ce sont des travaux qui sont importants à mener, hein, comme vous l'avez exprimé, et que le réseau peut permettre ça aussi, donc le réseau recherche et innovation paramédicale
vous mettre en lien les professionnels qui se posent des questions et qui ont envie de réaliser des études à une échelle plus grande qu'un centre unique. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en allant sur le blog larechercheparamédicale.fr. On se fera un plaisir au sein du réseau de les communiquer à Clarisse et voilà, qui pourra effectivement par la suite vous répondre. Si vous souhaitez donc aussi partager vos expériences, n'hésitez pas à vous inscrire sur la carte interactive ecares.fr qui identifie les professionnels qui s'intéressent à la recherche d'un niveau novice à un niveau expert et qui vous permettent aussi de voir si dans votre région ou de manière locale, des professionnels s'intéressent à vos sujets ou à vos disciplines de santé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc vous souhaiter à tous une belle après-midi et nous vous disons le réseau à la prochaine. La prochaine session se déroulera en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le blog afin d'avoir le prochain sujet et de vous inscrire donc pour le webinaire. Merci beaucoup, Clarisse. Merci à tous.